Alors, merci d'abord, pour l'invitation et ça me fait toujours plaisir, de participer à, d'autres conférences que l'intelligence artificielle, surtout de partager l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir dans plusieurs secteurs. Comme Andréan l'a dit, ma spécialité de recherche, c'est le développement des algorithmes, en fait, d'intelligence artificielle et de les appliquer pour la prise de décision. Et donc, comme l'a bien présenté Andréan, je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche à l'UQAR, pour, justement, développer des algorithmes d'intelligence artificielle pour la gestion des chaînes d'approvisionnement. Je suis aussi professeur associé à l'Université de Montréal, au département informatique et recherche opérationnelle. Je suis membre du NILA, du CERAD, du DGERAD. Donc, dans ces centres de recherche, on est très fiers d'avoir ces centres de recherche au Québec. C'est parmi les meilleurs au monde, que ce soit en apprentissage automatique, que ce soit en optimisation, en prise de décision. Donc, on a la chance, ici au Québec, d'avoir toutes ces comités à la fois. Donc, ce qui nous permet d'avoir je dirais, des fondements théoriques en termes de développement des algorithmes et aussi en termes d'application. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous, hem, c'est quoi l'intelligence artificielle? Vraiment d'une manière très, très synthétique, ce que je fais généralement, je dirais dans mes formations qui sont en exécutif ou, les formations, je dirais au niveau bac-maîtrise, mais aussi qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter au domaine de l'éducation? Donc je vais commencer d'abord par, parler de l'intelligence artificielle, expliquer c'est quoi en général. Par la suite, je vais, parler ce que l'intelligence artificielle a apporté à l'éducation, même avant ChatGPT. Parce que les gens pensent que maintenant, on parle de l'intelligence artificielle après ChatGPT, mais en fait, il y a eu beaucoup d'applications d'intelligence artificielle en éducation. Je vais en parler. Après, bien sûr, je vais parler de l'IA générative et le potentiel, surtout les opportunités. Un peu de risques, mais surtout des opportunités que l'IA générative, elle peut ramener à l'éducation. Alors, l'intelligence artificielle, elle est née de la fascination de l'homme par le cerveau. Donc, le cerveau, c'est, je dirais, qui apprend, qui s'adapte. Ici, vous avez une visualisation juste de 3% des neurones. Donc, ça, c'est au niveau d'un laboratoire de recherche de MIT, on a la science que ça a été réussi. Et c'est vraiment 0,0001% des synapses du cerveau. C'est énorme. Donc, et on n'a pas encore, quand je discute avec mes collègues en neurosciences, on n'a pas encore appris complètement comment ça fonctionne un cerveau. Donc, le peu qu'on est en train d'apprendre, le peu qu'on est en train de découvrir, déjà, ça nous a inspiré depuis très longtemps. Les premiers réseaux de neurones artificiels, le premier, c'était en 56, c'est le réseau de Rosenwald. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle. C'est une science qui est très bien ancrée dans son temps. La première fois qu'on a parlé d'intelligence artificielle, c'était vraiment dans le fameux congrès où on avait, euh, disons, instauré le mot intelligence artificielle. Donc, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est le cerveau humain, c'est un réseau complexe de neurones et cette capacité d'apprentissage, elle vient de cette capacité de modification, adaptation des synapses. Adaptation par rapport à l'environnement externe, adaptation par rapport aux expériences passées. Et donc, cette l'être humain, il était tellement, je dirais, et les scientifiques, ils étaient tellement impressionnés comment le cerveau, donc ils ont essayé de faire une première modélisation mathématique. Donc c'est le réseau de Rosenwald dans lequel on a essayé de modéliser le fonctionnement d'un réseau de neurones d'une manière mathématique. Et c'est là où, par la suite, on a eu des phases où il y avait, je dirais, beaucoup d'espoir en intelligence artificielle. Ça, c'était dans les années 50, les années 60. Après, dans les années 70, il y avait une chute, parce que là, on s'est dit non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la capacité de calcul ne suivait pas ce que nous avons maintenant. On ne pouvait pas démontrer ce qui était théoriquement. Après, il y a eu les systèmes experts. Donc, systèmes experts, systèmes qui permettent de raisonner, qui commencent à être implémentés dans les entreprises, notamment chez IBM avec le ZRP. Dans les années 80, il y avait un grand projet au Japon qui a été initié, qui a permis de faire renaître en fait l'intelligence artificielle. Par la suite, il y a eu une sorte, je dirais, d'engagement de la communauté scientifique d'essayer de mathématiser tout ce qui est apprentissage automatique, entre autres, surtout avec la théorie statistique d'apprentissage. Donc, ce qui fait la communauté des scientifiques, ils ont commencé à dire, en fait, euh, l'intelligence artificielle, c'est pas juste, je dirais, une manière de modéliser le cerveau, mais il y a des maths derrière, il y a des stats derrière. Donc, on a commencé à mathématiser. Et ça, c'était Vapnik, vers début des années 90. Et après, vers les années 2000, on a la capacité de calcul qui a augmenté. On a Internet, on a les données. Donc, tout ce qu'on disait en 56 qui pouvait marcher, qui ne marchait pas, pouvait marcher maintenant. Parce qu'on a les données et on a la capacité de calcul. Elle a eu l'apprentissage profond. Ici au Québec, on est leader mondial dans l'apprentissage profond. Et par la suite, et beaucoup plus récemment, c'était la création du Transformers et par la suite, c'était l'IA générative. Donc, grosso modo, c'est juste pour vous donner une idée comment ça évolue. C'est à partir du cerveau
de la première modélisation qu'on a fait du réseau Rosenwald et par la suite, ça évolue avec le temps. Alors, si on veut, je dirais, une définition de l'intelligence artificielle, j'aime beaucoup la définition de Minsky qui est, très ancienne, mais normalement ça consiste à concevoir, en fait, des systèmes qui, normalement on peut pas les faire sans l'homme. Donc c'est ça l'intelligence artificielle. Donc c'est ça l'idée derrière. C'est vraiment on va essayer de faire ça. Alors, l'une des branches de l'intelligence artificielle, donc on a, tout ce qui est, je dirais, hem, heu, une partie de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage automatique. Donc l'apprentissage automatique, c'est quoi? Il vise à comprendre et reproduire la capacité humaine à s'adapter aux expériences passées dans les systèmes artificiels. Donc ça, c'est une définition de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, machine learning, c'est l'apprentissage machine aussi, on utilise ce terme. En fait, c'est la branche connexionniste de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il y a 4 branches. Il y a les systèmes qui raisonnent comme l'humain, il y a les systèmes qui pensent comme l'humain, il y a les agents intelligents, il y a l'apprentissage automatique. Nous, ce qu'on va s'intéresser, et c'est ce qui fait le buzz, et c'est ce qu'on va trouver énormément en termes d'application, c'est l'apprentissage automatique. Donc on va se concentrer sur ça dans cette application. L'apprentissage automatique, on a 3 formes. L'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, vous imaginez qu'on arrive dans une nouvelle planète et là, on va trouver des espèces, mais on connaît pas ces espèces, on n'a pas l'ADN. Donc on veut quand même les classifier, on veut les regrouper sans avoir aucune information. Donc l'apprentissage non supervisé, c'est qu'on traite un problème pour la première fois. On n'a aucune idée. Un nouveau virus qui apparaît, des nouveaux symptômes, on ne sait pas comment faire le traitement pour ce virus-là, parce qu'on ne l'a jamais vu dans le passé. Donc c'est ça l'apprentissage non supervisé, on n'a pas des données du passé. L'apprentissage supervisé, on a des données. Par exemple, on va prendre l'historique des résultats des étudiants, dans une école secondaire, à partir de l'historique de leurs résultats, à partir, de certaines données, sociales et économiques, à partir, de certains éléments de l'environnement, du contexte, de l'adresse de l'école secondaire, des profs et tout. À partir de toutes ces données, on sait du passé, le degré de réussite des étudiants. Donc là, on a une base de données qui existe déjà. Donc dans l'apprentissage supervisé, à partir de toutes ces données, à partir de tout ce qu'on a appris, les algorithmes peuvent nous aider à prédire pour un nouveau étudiant s'il a tel profil, s'il habite dans telle adresse, s'il a fait tel résultat dans les dernières années. Voici le degré, je dirais, de réussite de cet étudiant. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé. L'apprentissage par renforcement, c'est la forme la plus active dans l'apprentissage. C'est quoi l'apprentissage par renforcement? C'est typiquement, le robot qui est en train d'explorer Mars, par exemple. Donc lui, quand il est en train d'avancer, il va avoir un obstacle, donc il va apprendre que cette partie obstacle, il va pas y aller, il va changer. L'apprentissage par renforcement, c'est ce qu'on a derrière tous les jeux, soit les jeux d'échecs et tout, quand on joue avec des ordinateurs. En fait, c'est un système de récompense-pénalité. Quand l'algorithme il fait un bon coup, on le récompense. Quand il fait un mauvais coup, il y a une pénalité. C'est comme ça que l'algorithme apprend. Et tout ça, c'est modélisé mathématiquement avec un programme d'optimisation. Donc, ça, c'est les 3 formes d'apprentissage. J'aime beaucoup cette figure. En fait, ça, c'était dans la conférence NeurIPS. On a une conférence qui est la grande conférence, en fait, de la communauté d'intelligence artificielle. On se rencontre une fois par an. Cette année, c'était en décembre à Vancouver. Ça, c'était en 2016. J'étais présente dans cette présentation. Lequel que vous connaissez, donc l'un, des prix, Turing en, l'équivalent des prix Nobel en informatique avec Yoshua Bengio et Hinton. Alors, le Canon 2016, ça, c'était la conférence à Barcelone. Donc, dans la salle, il a pris les keynote, il a commencé à présenter, il voulait expliquer quelle est la différence entre les 3 schémas. Donc, d'origine française, donc il a utilisé un gâteau. Alors, quand il parle de l'apprentissage non supervisé, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune idée des résultats, dans le sens que, j'ouvre un nouveau programme. Je n'ai aucune idée du niveau de réussite des étudiants de ce nouveau programme. Donc je n'ai pas des données du passé. Donc en termes d'effort d'apprentissage, en termes d'intelligence, c'est intéressant. Donc la machine, elle va prédire, à partir des analyses des données, à partir du contexte, elle va essayer de trouver c'est quoi les résultats. Donc elle va essayer de les regrouper, elle va essayer de voir ça se ressemble, ça c'est différent, et cetera. Elle va dire voici la probabilité. Donc, c'est vraiment challengeant en termes d'apprentissage. C'est pour ça il a dit quand on va prendre un gâteau, donc l'apprentissage non supervisé, il représente le cake. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est la partie, je dirais, cake dans le gâteau.
L'apprentissage supervisé, on a les résultats. Donc, on a déjà les résultats de réussite des étudiants et je vais apprendre. Donc, ça, c'est un niveau d'apprentissage qui est, je dirais, moins intense que le premier, qui n'est pas supervisé. Donc, c'est pour ça il dit, là, ça représente le glaçage dans un gâteau. C'est pas la partie la plus importante, mais le glaçage. Et là, pour l'apprentissage par renforcement, et là, dans la salle, les gens de l'apprentissage par renforcement, ils ont quitté la salle quand il a fait ça, tout simplement. C'est tellement offensé. Il a dit: «Alors l'apprentissage par renforcement, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est on va apprendre, je dirais, des récompenses, on va pénaliser et cetera». Et là, les gens étaient fâchés vraiment. Mais l'idée, c'est, lui, ce qu'il voulait représenter, c'est en termes de besoin de données, c'est de besoin d'apprentissage. C'est ce que ça diffère. C'est pour ça qu'il a parlé de consistance du cake, du glaçage et des cerises. Donc, c'est les niveaux d'apprentissage que nous avons. Alors, une nuance qui est vraiment très, très importante à distinguer entre ce qu'on fait en apprentissage automatique en intelligence artificielle et ce qu'on a dans la programmation informatique conventionnelle. Dans la programmation informatique conventionnelle, normalement, on a un input. Par exemple, je veux calculer la probabilité de réussite des étudiants. Donc, j'ai un modèle qui me calcule cette probabilité de réussite des étudiants. J'ai l'input, j'ai les informations sur l'étudiant. Je programme le modèle d'une manière informatique. Et là, par la suite, c'est comme une fonction sur Excel. Et là, vous avez le résultat. Comme une régression, vous allez faire entrer le données, la fonction Excel va vous faire sortir le résultat. Mais le programme, il est déjà codé. Donc, le modèle, il est déjà codé. Dans l'apprentissage automatique, il n'y a pas de modèle, en fait. Ce que je vais faire entrer toutes les caractéristiques des étudiants et toutes les probabilités de succès ou d'échec de ces étudiants-là, et la machine, elle va me créer le modèle. Donc il n'y a pas de modèle. Le modèle, il est créé par le donné. C'est ça la principale différence entre l'intelligence artificielle et la programmation informatique classique. La programmation informatique classique, les modèles, ils existent déjà. Donc on les code et on a des résultats. Ici, c'est les modèles, en fait, c'est les données qu'on va faire entrer, c'est eux qui vont nous créer le modèle. Donc c'est ça la principale différence et c'est ce qui distingue l'apprentissage automatique en termes, c'est pour ça qu'on parle, en français, data driven decision model, c'est des modèles qui sont, pilotés par les données. Parce que c'est les données qui décident quel modèle on va utiliser. Alors, pour l'éducation, l'IA, elle a été utilisée depuis très longtemps. C'est pas nouveau. En fait, elle a été utilisée pour la personnalisation des apprentissages. En termes de tutorat, il y avait beaucoup d'applications pour le tutorat. La réponse aux différentes questions qu'on peut avoir. L'accessibilité, donc ça a été utilisé beaucoup pour des apprenants avec des besoins spécifiques. La réponse aux questions, donc certaines questions qui sont automatiques qu'on peut avoir et donc elles sont déjà prêtes, et l'automatisation de certaines tâches. Donc certaines tâches pour les enseignants, pour les intervenants dans le monde éducatif, ils peuvent être automatisés avec l'IA. Donc ça, c'est des choses qui existaient, ça fait très longtemps en termes d'application d'intelligence artificielle. Ici, j'ai pris quelques exemples, rien à voir avec l'IA générative, mais qui existaient bien avant l'IA générative. Ici, c'est une plateforme qui est très intéressante d'apprentissage adaptif. Donc, selon la force et les faiblesses des étudiants, c'est utilisé en université, on va leur proposer quel est le meilleur cursus qui va être adapté pour eux. Donc, en termes de choix de cours. Carnegie Learning, ça, c'est utilisé, ça a été développé chez Carnegie University, mais ça a été utilisé dans pas mal d'universités, même ici au Canada. C'est des systèmes de tutorat intelligents. Donc, ça va être euh, des, euh, des allers-retours, des questions-réponses avec les étudiants. Selon le retour, le système automatisé, il va répondre. C'est comme ce qu'on est en train de voir avec ChatGPT, mais c'était vraiment dans des contextes précis pour des cours, pour des questions qui sont relatives à un cours donné. Là, c'est tout ce qui est évaluation en notation automatisée. Donc, ça permet d'avoir des notations automatisées, mais aussi un retour rapide aux étudiants pour expliquer pourquoi vous avez réussi ce test, pourquoi vous n'avez pas réussi ce test. Il y a les systèmes de gestion de l'apprentissage Canva, par exemple, c'est pour tout ce qui est cours personnalisés, les analyses d'apprentissage passé, ça aussi ça existe. Duolingo, donc on connaît tous, donc pour l'apprentissage de langue, Duolingo, il est basé sur l'intelligence artificielle. Parce qu'il personnalise selon votre expérience d'apprentissage, selon votre niveau, il fournit des retours instantanés et j'ai beaucoup aimé, ça c'est vraiment il est très intéressant. Il est très, très utilisé, Blackboard, donc c'est un outil d'analytique prédictive pour la réussite. Donc ça existait depuis très longtemps et donc l'objectif de Blackboard, c'est vraiment d'essayer d'identifier les étudiants à risque de décrochage et avoir surtout de détecter les signes avant-coureurs.
OK? Pour pouvoir réagir à l'avance, donc avant que les étudiants décrochent. Ça, c'est un beau papier qui a été, développé, c'est un projet qui a été développé avec l'UNESCO. En fait, c'est une école en Argentine, donc ils ont développé un projet de recherche avec une université pour personnaliser, la prédiction des décrochages dans cette école. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas de modèle, c'est les données qui décident des modèles. Donc, généralement, pour ces algorithmes, même s'il y a des outils, généralement, on a besoin d'une étape de personnalisation. Le contexte au Québec, c'est pas le même contexte en Ontario, c'est pas le même contexte en Colombie-Britannique, c'est pas le même contexte en Argentine. Donc, ce qui fait, même si on a des outils, et ça, il faut faire vraiment très, très attention. Les outils génériques qui existent, ils peuvent être bons, mais il faut toujours, quand on veut acheter des outils, quand on veut implémenter des outils, il faut toujours poser la question. Il faut toujours voir est-ce qu'il y a une possibilité de personnalisation, ce qu'on appelle l'hyperparamétrisation des algorithmes, selon nos données, selon notre contexte. Ça, c'est un très beau travail. Donc, ça a été fait avec l'UNESCO. L'article il est d'ailleurs très, très intéressant. Ça, c'est toutes les compagnies qu'on peut avoir. Ça, c'est des prestataires de services qui sont implémentés partout. Alloprof, que nous avons ici. Donc, il y a pas mal d'outils qui existent. Person aussi, ils ont développé leurs propres outils qui existent, qui permettent, en fait, et qui déploient déjà l'intelligence artificielle pour atteindre les objectifs qu'on a dit, que ce soit en termes de personnalisation, que ce soit en termes de tutorat, que ce soit en termes de réponse aux questions, que ce soit en termes de prévention du décrochage scolaire. Donc, tout ça, ça existe. Alors, j'ai pris cette image parce que c'est la réalité. Quand l'IA générative, elle est arrivée, elle a bouleversé le monde. Pourquoi elle a bouleversé le monde? C'est pas du point de vue scientifique ni du point de vue technique. Et là, je prends la casquette de chercheur en intelligence artificielle. Les algorithmes qui sont derrière, on les connaît. L'algorithme, en fait, il a été fait en 2017. L'algorithme, le T que nous avons dans ChatGPT, Transformer, il a été fait en 2017. Il a été présenté à NeurIPS, notre conférence, c'était en décembre à Long Beach. D'ailleurs, j'étais présente à cette conférence. C'est l'algorithme Transformers. Une petite partie de ça, ça a été développé ici au Québec, by the way. Alors, le Transformers, c'est un algorithme qui a changé la manière avec laquelle on faisait l'apprentissage profond jusqu'à présent, parce qu'il avait un mécanisme de telle manière à ce que il poussait l'algorithme à faire attention à ce qui est important dans les données. Je donne un petit exemple. C'est comme quand on donne les enfants les livres où il y a beaucoup, beaucoup d'images, on va leur demander de repérer juste l'arbre ou de repérer juste le cartable. Donc, les Transformers, l'algorithme qui est derrière ChatGPT, il a ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Donc, il permet à l'algorithme de faire attention à ce qui est le plus important. Donc, il a amélioré la précision et la qualité de prédiction des algorithmes d'apprentissage. Donc, c'est ça la révolution. Pour nous, scientifiquement, c'est pas le fait que ChatGPT sorte, mais c'est les Transformers. C'était ça la révolution. Alors, OpenAI, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une expérience à échelle ouverte et c'était trop rapide pour nous, les scientifiques. Et dans le sens que, aussi, ils ont cassé une tradition que nous avions dans la communauté d'apprentissage automatique, on partageait tout. Dans la conférence que nous avions chaque année, le RITS, que nous avons jusqu'à présent, même les industriels, même les scientifiques, on partage tout en open source, tous les algorithmes et tout. Alors, OpenAI, ils ont cassé ça, ils n'ont pas partagé les codes. Donc, on sait comment ça fonctionne, ChatGPT, mais on ne sait pas exactement comment, quelle est l'architecture qui est derrière. Alors, l'IA générative, c'est une petite partie de l'intelligence artificielle. C'est quoi exactement? C'est une technologie qui explique, en fait, qui exploite les modèles d'apprentissage profond pour générer du contenu. Donc c'est ça. On générait du contenu avant. Ça, c'est pas nouveau, en fait, en termes de. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière avec laquelle on interagit suite à des instructions complexes et variées. C'est les consignes, c'est les fameuses qu'on appelle prompts qu'on écrit à ChatGPT. Donc on pose des questions, il nous répond, on va reposer des questions, il lui répond. Donc c'est ça ce qui est nouveau dans l'IA générative. Et c'est la forme qu'on a donnée à ChatGPT qui est nouvelle derrière. Alors, comment ça s'est passé l'historique? Je dirais, c'est 2017. Pour moi, c'est le plus important. Il y avait déjà des travaux qui étaient en termes, je dirais, d'algorithmes d'apprentissage qui essayaient de générer des textes. Mais c'est 2017, c'est le fameux papier Attention is all you need de Transformers qui était la plus grande différence en termes de recherche. Après, il y avait BERT quand même, qui ont essayé de développer certaines solutions. On a GPT-1 qui était en open source, donc on savait qu'il y avait derrière. GPT-2 aussi, l'algorithme derrière, il était public. À partir de GPT-3, on n'avait plus les algorithmes. Donc, on n'avait plus les algorithmes, donc on ne savait pas ce qu'il y a derrière. Et remarquez ici le nombre de paramètres. Ici, on parlait de 117
millions, 1,5 milliard, 175 milliards et donc ça a augmenté. Autant que le nombre de paramètres augmentait, autant ils étaient plus efficaces. Après 3.5, donc ça c'était en open, il n'était pas ouvert, mais il était en test et en novembre 2022, il y avait ChatGPT et après en mars 2023, il y avait GPT-4 et ainsi de suite. Après vous avez toute l'histoire qui vient par la suite. Mais le moment fatidique du point de vue science, c'est 2017. C'est le fameux Transformers quand il a été créé. Alors, ça, c'est notre histoire avec ChatGPT. Tout le monde, il a passé par ça. Au début, waouh, ChatGPT, il est extraordinaire. Il est capable de répondre à toutes mes questions. Waouh, c'est vraiment incroyable. C'est une intelligence extraordinaire. Par la suite, ChatGPT, on comprend. En fait, c'est un modèle large de langage, en fin de compte. C'est quelque chose qui existe déjà. Il ne comprend pas nécessairement. Lui, il est en train juste de comparer par rapport au passé. Il a, il essaie de minimiser l'erreur et c'est tout. Il réfléchit pas en fin de compte. Ah, ChatGPT ne marche pas. Ah, j'ai posé des questions, il n'a rien compris. Après, en fait, quand je suis en train d'entraîner ChatGPT, ça marche mieux. On arrive à l'étape 5, on commence à bien l'utiliser. Là, on comprend c'est quoi les faiblesses, c'est quoi. Donc, tout le monde passe par cette courbe pour commencer à apprendre comment utiliser ChatGPT. L'idée derrière tout ce qui est intelligence artificielle générative, c'est le nombre de paramètres. Autant on augmente le nombre de paramètres, autant la performance des algorithmes. Je dis quoi, la performance des algorithmes? Il va nous donner de meilleures réponses. Parce que autant on augmente la taille des algorithmes, autant il va avoir une meilleure précision, autant on a beaucoup de données. Donc, c'est lié au nombre de... Et quand on dit lié au nombre de paramètres, ça veut dire la capacité de calcul. Et ça, ce qui est gênant par rapport à l'IA générative, ça veut dire que les pays, les organismes qui ont les moyens financiers d'avoir une très grande capacité de calcul, c'est eux qui vont utiliser le plus. Je ne parle pas du produit chinois qui vient de sortir il y a 2 semaines. Ça, je ne vais pas l'inclure dans la discussion aujourd'hui, mais je parlais juste de ChatGPT. Mais, et ça, c'est vraiment, c'est dérangeant du point de vue pour nos scientifiques, parce que c'est devenu une matière de capacité, vraiment une question de capacité de calcul. Alors, comment ça fonctionne, ChatGPT, derrière? Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez quand j'avais parlé de l'apprentissage par renforcement? Alors, derrière, il y a de l'apprentissage par renforcement. Donc, euh, quand on fait le prompt engineering, c'est les phrases qu'on est en train de donner à ChatGPT. Donc, nous, on va faire une entrée, on va faire une question à ChatGPT. Et lui, quand on va lui donner cette question, il va nous donner une réponse à partir de son historique, large language model, Internet, ce qu'il va trouver, parce qu'il est connecté à toutes les bases de données mondiales. Mais notre feedback le plus important dans ChatGPT, c'est quand vous allez donner un feedback. Quand vous allez dire, j'aime beaucoup, je n'aime pas. En fait, pouvez-vous être plus clair? Lui, il comprend que la première réponse n'était pas bonne. Donc là, il va la corriger. Donc, il apprend pour les prochaines fois. C'est comme ça que ChatGPT, il apprend. C'est le fait d'avoir ce renforcement. C'est le fait que nous, on réagit avec lui. C'est nous qu'on lui dit, ah, ça, c'est bon, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il apprend. Donc, c'est ça la force, au fait, de ChatGPT. C'est pas juste un modèle large de langage classique, mais c'est un modèle large de langage parce que avant on générait du texte aussi. On pouvait faire ça. Mais complété par l'apprentissage par renforcement qui permet cette interaction intelligente, qui permet en fait d'ajuster les réponses, est-ce qu'elles sont bonnes ou non. Alors, c'est quoi le paradoxe de l'intelligence artificielle générative? C'est une amie, mais aussi une ennemie. Elle est capable, mais aussi dépendante, dans le sens, elle dépend de nous, parce que c'est nous qui lui donnons les prompts, c'est nous qui vont lui dire est-ce que c'est bon ou non. Elle est accessible, mais aussi restrictive. Parce que tout à l'heure, on disait c'est une question de capacité de calcul. Donc, les gens qui vont avoir une IA générative personnalisée et qui dictent ce qu'ils vont mettre en données, ceux qui ont les capacités de données. Et elle devient beaucoup plus populaire quand elle est interdite. Ça, on l'a bien compris en éducation. Donc, ça, c'est autre chose. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Seward. Seward Russell, c'est l'un des plus grands chercheurs vivants en apprentissage automatique et qui vient de la même école que nous avons ici au Québec, l'école de Bencho, qui est vers une utilisation de l'intelligence artificielle d'une manière, je dirais, très sécuritaire, très conforme, qui va avec les valeurs humaines. Donc, il est dans cette école. Et j'aime beaucoup ces citations, c'est que l'IA générative, c'est pas juste pour donner du contenu, mais elle peut interagir avec les étudiants. Ça peut être une excellente idée. Et moi, je suis de cette école pour développer, mais elle doit être contrôlée et supervisée. Contrôler et superviser, ça, c'est les clés. Alors, il y a beaucoup d'études, par exemple, EdgeGPT, vraiment très, très intéressant. C'est un outil de tutorat alimenté par l'intelligence artificielle. Il y a MatGPT,
GPT, Tao, ça c'est pour les mathématiques, tout ça c'est intéressant. Et du chat, c'est une sorte de ChatGPT très sophistiqué. C'est très intéressant pour tout ce qui est langue, art, codage, mathématiques. Là, par exemple, j'ai posé une question en arabe, là, il m'a compris, il a commencé à répondre. J'ai demandé de créer des choses, je lui ai demandé de créer une suite Fibonacci, par exemple, il me l'a fait sans aucun problème. Elle permet un apprentissage adaptatif. Imaginez ce que ça peut apporter pour les apprenants avec des besoins spécifiques. Ça peut être vraiment très, très, très intéressant comme outil. Il y a d'ailleurs le pôle, je vous apprends rien, Montréal d'enseignement supérieur en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de rapports par rapport à ça. Il y a une compagnie ici, euh, elle est de Québec, Vidence, qui a développé un prototype chatbot adapté à l'autisme. Donc, et ça permet pour les étudiants autistes d'avoir une communication via ce chatbot basée sur une intelligence artificielle. Alors, elle peut générer du matériel éducatif. Je ne parle pas du point de vue recherche, les applications que l'IA générative, elle peut avoir. Imaginez, en termes de capacité de calcul, au lieu de faire une excursion en Antarctique, on peut la simuler avec, je dirais, un jumeau numérique sur place en termes de coût, en termes de génération d'hypothèses. C'est pas pour rien que cette année, on a eu 2 prix Nobel en intelligence artificielle avec la physique, avec la chimie. Pourquoi? Parce que ces deux chercheurs, ils ont utilisé Hassabi ou Hinton, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour la modélisation en physique et pour la modélisation en chimie. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut générer, on peut créer des choses auxquelles on n'avait pas imaginé, qui dépassaient notre limite cognitive. Imaginez en termes de création de matériaux, en termes de molécules, en termes de création de médicaments. Ça, c'est une réalité. C'est pas utopique. On a maintenant, on l'utilise. Donc, le potentiel en termes de recherche, il est extraordinaire, l'utilisation de l'IA générative. Là, par exemple, je lui ai demandé de donner des questions de recherche et c'était vraiment intéressant ce qu'il a proposé. Alors, les défis, par contre, de l'IA générative, c'est le manque d'interaction humaine, la compréhension limitée parfois, le biais dans les données d'entraînement, donc qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme données, le manque de créativité parfois, donc il n'est pas créatif. Donc, par exemple, il y a une étude, j'ai un collègue à MIT, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont pris un problème, c'est un problème de développement durable, une question, ils ont pu avoir 700 personnes dans le monde entier pour proposer des solutions par rapport à cette question. En même temps, ils ont pris la même question, ils ont pris une IA générative, typiquement ils ont utilisé ChatGPT, et lui ont posé cette question, mais ils l'ont entraîné avec des prompts à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors l'IA générative, elle a donné un très bon résultat, ok? En moyenne, il est très bon, mais il était moins créatif que celui de l'humain. Mais au moyen, il était très bon. Donc ce qui fait, ça peut être même un outil pour le brainstorming, pour générer des idées qu'on peut rajouter. Il dépend des données, il n'y a pas de compréhension contextuelle, ça reste quand même capacité limitée à personnaliser et la partie protection de la vie privée. Je cite quand même Noam Chomsky que pour lui, c'est du plagiat high-tech et une façon d'éviter d'apprendre. Mais c'est un point de vue que je respecte, mais personnellement, je pense que enseigner aux étudiants à maîtriser l'utilisation de l'IA générative peut atténuer les impacts négatifs potentiels, peut créer des opportunités d'emploi. Dans le futur monde du travail, il faut qu'on revienne à l'ancienne école de pensée, à l'ancienne université, à l'ancienne école où c'est la pensée critique, la résolution concrète des problèmes, l'esprit d'analyse, la créativité, le leadership, les choix éthiques. C'est la manière avec laquelle, en fait, c'est à nous les enseignants de changer la manière avec laquelle on est en train de faire les choses pour qu'on valorise plus l'intelligence humaine et que les tâches qu'on peut automatiser, ils vont être automatisées. Mais pour qu'on prépare nos enfants, les apprenants de demain, ceux qui vont aller dans le marché du travail, je pense que beaucoup plus ça va être au niveau de l'esprit. Et il n'est plus vraiment nécessaire de se demander si l'IA générative elle aura une influence, et l'on aura. Maintenant, c'est comment on va l'utiliser qui est le plus important. Donc voilà, merci pour votre attention.